des indices de raccourcissement, d'épaississement, donc en fait tout un tas d'indices de convergence. Et on pourrait se dire, mais pourquoi travailler sur des outils aussi anciens, des objets aussi anciens que des chevauchements, des nappes de charriage, etc. Pourquoi pas tout simplement utiliser des balises GPS pour montrer qu'il y a convergence? Eh bien, depuis que des balises GPS ont été installées, donc depuis qu'on travaille sur les déformations actuelles, eh bien en fait ce n'est pas du tout ce que l'on perçoit. Avec les balises GPS, au contraire, on s'aperçoit que les Alpes aujourd'hui ne sont plus en convergence. Donc autrefois avec des systèmes moins sophistiqués que les balises GPS, tout simplement des points de repère bien placés dans l'espace, jusque dans les années 80, on pouvait prouver qu'il y avait convergence parce que le Jura, par exemple, c'est celui pour lequel ça a le plus été étudié, le Jura présentait des mouvements verticaux de surrection, donc les plis continuaient à fonctionner, et se déplaçait aussi de 4 à 5 mm par an. Il se raccourcissait en s'épaississant de 4 à 5 mm par an. Et puis c'était la même chose pour les chaînes subalpines. On pouvait aussi voir que la couverture sédimentaire se raccourcissait, s'épaississait. Donc toutes les données que l'on faisait avec des méthodes modernes s'accordaient tout à fait avec les données de tectonique de terrain. Par contre, les données actuelles, on va voir, ne sont pas du tout dans ce sens. Depuis qu'on a installé tout un tas de balises GPS depuis les années 80, les choses ont radicalement changé. On vous propose ici des mesures actuelles de déformation ou éventuellement de déplacement des matériaux, avec ici les mécanismes au foyer que vous connaissez bien. Donc dans une région aussi que vous connaissez bien, vous avez ici comme point de repère le Beldon, le Pelvoux, et puis tout un tas de séismes relativement récents qui ont été enregistrés. Ici le chemin du profil sismique écorce que nous avons déjà commenté. Et puis ici, des estimations de sigma 1 et de sigma 3, toujours à propos des mêmes types de séismes, répartis un petit peu partout. Donc on retrouve ici on retrouve là le Beldon qui sert de point de repère. Donc je vous propose d'arrêter la vidéo et puis d'essayer d'interpréter ces deux ensembles de données pour essayer de savoir si ce sont des données qui montrent une chaîne en raccourcissement, en compression, ou au contraire quelque chose qui est plus de l'ordre de la distension et du réétalement. Je vous rappelle le principe d'utilisation des sphères des mécanismes au foyer. Donc c'est une sphère qui est coupée en 4 parties. La partie noire indique la zone en compression, donc le matériau s'est déplacé et est arrivé dans cette zone où il y avait déjà du matériau, donc tout ça s'est comprimé. Et la moitié blanche montre au contraire une zone en distension, c'est-à-dire c'est de là que le matériau est parti. Donc concrètement, le matériau se déplace de la partie blanche vers la partie noire. Ici, ce sont les exercices que nous avions fait en TP, le tout premier TP de l'année, où j'avais, pour des raisons pédagogiques, coupé la sphère en deux, de façon à ce que vous puissiez faire bouger les compartiments les uns avec les autres, pour ensuite comprendre ce que représente la sphère. Donc pour ça, il faut bien sûr regarder par au-dessus, et non pas par le côté. Et du coup, une sphère, ça se coupe de façon différente. Donc une fois que vous avez dit quel était le plan de faille, on peut en déduire le mouvement puisque ça part de la zone blanche et que ça va vers la zone foncée. On sait que on a un mouvement dans ce sens de ce côté-là, dans l'autre sens de l'autre côté, et donc c'est ce qui est dessiné ici en coupe. Donc on a un compartiment qui descend le long de la faille, ce qui est tout à fait normal, ça descend selon la gravité, donc c'est bien une faille normale. Et si on avait au contraire la figure inverse,
c'est que ce compartiment se déplacerait dans ce sens. Ici, c'est du blanc, donc au contraire, ça s'en va vers le bas. C'est l'inverse du mouvement attendu selon la gravité, puisque ça remonte le long de la faille. Donc, on a bien une faille inverse. Et puis ici, on aurait une faille décrochante. Donc, maintenant que vous savez comment on lit ces différentes failles, nous allons pouvoir interpréter la carte où nous avons toutes les sphères des mécanismes au foyer. Donc on peut reporter notre interprétation sur les légendes. Donc ici on a du matériau qui part dans ce sens, ici dans ce sens-là. Donc nous avons une faille décrochante. Je vous rappelle que vous ne devez pas dire transformante, puisque transformante c'est réservé aux failles décrochantes des dorsales, donc il n'en est pas question. Ici on a du matériau dans ce sens-là et dans ce sens-là, donc nous avons affaire à une faille inverse. Et là, dans ce sens-ci et l'autre partie qui monte, là, on a affaire à une faille normale. Alors, peut-être que vous vous dites, mais pourquoi elle a choisi ce plan de faille ici et ce plan de faille là? On pouvait couper dans l'autre sens, oui, mais vous arriverez exactement à la même image, donc de toute façon, vous arriverez aussi à une faille normale. Donc, a priori, ce que l'on s'attend à trouver dans une chaîne de montagne, ce sont les failles inverses, on l'a dit éventuellement, des failles décrochantes qui permettent de réétaler le matériau dans le sens d'allongement de la chaîne de montagne. Donc, est-ce qu'on a des failles inverses? Vous voyez que il faut vraiment chercher parce que spontanément, qu'est-ce qu'on repère? On repère des failles normales un petit peu partout. Donc là où on s'attendait à voir beaucoup de failles inverses, effectivement il y en a, hein, si vous cherchez par ici, là il y en a, mais on retrouve avant tout le figuré de failles normales. Donc contrairement à ce qu'on avait prédit, on avait prédit des failles inverses et décrochantes, et bien en fait on a des failles normales et décrochantes. Donc ça veut dire que l'on n'est pas dans une phase de compression majeure dans cette région. Rien qu'avec ici les sphères des mécanismes au foyer, on a plutôt tendance à penser qu'on a un mouvement d'extension, de réétalement de cette chaîne de montagne, donc avec sigma 3 qui serait dans ce plan-ci, ce qui permet au matériau de se réétaler. Sigma 1 étant perpendiculaire au plan que nous avons ici, donc on pourrait éventuellement le représenter comme ça. Donc on est plutôt en train de voir avec ces mécanismes au foyer, de voir un réétalement. Est-ce que c'est cohérent avec la deuxième série de données? Donc on nous donnait soit sigma 1 en noir, soit sigma 3 en blanc. Alors vous remarquerez au passage que il est tout à fait contrariant qu'ils aient mis sigma 1 dans le mauvais sens, mais comme ça c'était plus facile à lire, plus facile à comprendre. Donc c'est des interprétations à partir des mécanismes au foyer. Donc on retrouve bien quelques séismes compressifs dans le sens qui est le sens de collision entre la plaque eurasienne et la plaque afro-apulienne. Donc ça, ce sont les quelques séismes qui sont tout à fait cohérents, hein, cela aussi, puisque l'axe de la chaîne de montagne est en arc de cercle, donc le perpendiculaire à cette chaîne de montagne fait quelque chose de radial. Donc tout ça est quand même parfaitement cohérent. Par contre, ce qui est extrêmement étonnant, c'est quand on a quelque chose qui est davantage extensif que compressif, et on voit qu'il y a plein de petits séismes qui correspondent plutôt à ça, plutôt à du réétalement. Donc soit du réétalement dans le sens d'allongement de la chaîne de montagne, on est là sur des failles décrochantes, soit de façon plus surprenante, un réétalement perpendiculaire à l'axe de la chaîne de montagne. Donc là vraiment, on est sur du réétalement. On peut dire que la phase de compression, de raccourcissement de la chaîne de montagne est terminée et qu'au contraire, les Alpes ont tendance à se réétaler, à se distendre. Et donc, on n'est plus dans la phase de formation de la chaîne de montagne. Mais comme ce sont des données très récentes, en fait, on est à la phase de transition entre la phase d'orogenèse qui crée cette chaîne de montagne et le réétalement gravitaire qui va progressivement la faire disparaître.
Alors maintenant que nous avons revu comment on utilisait les sphères des mécanismes au foyer, vous allez faire tout seul cet exercice. On vous propose un séisme qui a eu lieu pas loin de la ville d'Ubaye le 7 avril 2014 et on vous demande d'interpréter au maximum tout ce que vous pouvez dire d'après ces documents. Mettez la vidéo en pause, prenez le temps de faire l'exercice et je vous retrouve ensuite pour la correction. Alors on repère que la position du séisme n'est pas du tout quelconque. On doit pouvoir nommer ici qu'il s'agit du chevauchement pénique frontal qui sépare la zone briançonnaise de la zone subalpine. On est d'ailleurs dans la zone des blocs basculés. Donc nous sommes en train d'étudier un séisme le long du chevauchement pénique frontal et on est d'ailleurs sur la nappe des Flysch de l'Éocène. On nous donnait par ailleurs une coupe. Alors pourquoi cette coupe est indispensable? C'est parce que sinon vous avez deux possibilités. On peut dire que c'est ce plan nodal qui constitue le plan de faille et à ce moment-là on a une faille avec des mouvements dans ce sens-ci le long de la faille, donc une faille très légèrement normale, ou au contraire on peut dire qu'il s'agit de ce plan nodal qui est le plan de faille avec un mouvement dans ce sens qui est aussi un mouvement normal mais selon une faille extrêmement verticale. Si je n'avais pas la coupe qui est en dessous, sachant que ici j'ai affaire à un chevauchement, je serais très fortement tenté de prendre le plan le plus horizontal des deux, puisqu'un chevauchement c'est un plan relativement horizontal. Seulement je dispose de la coupe, et la coupe me dit que l'épicentre ne se situe pas ici en surface où effectivement on est quasiment à l'horizontale, mais se situe en profondeur, là où le plan de chevauchement se verticalise. Alors, petite parenthèse, il est extrêmement fréquent que les plans de faille tournent dans l'espace, surtout quand on travaille comme ça sur plusieurs dizaines de kilomètres. Donc, n'assimilez pas les failles à des plans mathématiques parfaits. En fait, ça se tord, ça se distord, et donc ça peut changer d'angle. Et donc, vu le site de l'épicentre, je suis obligé de choisir le plan nodal vertical comme étant le plan de faille. Donc vous voyez que si je n'ai pas du tout d'indication, je ne peux pas vraiment choisir le plan nodal. Il faut que j'aille chercher ailleurs dans les documents quelque chose qui va m'indiquer si je dois choisir un plan plutôt qu'un autre. Ici, le résultat est plutôt surprenant. J'ai affaire à une faille normale à tendance décrochante. Alors pourquoi je dis à tendance décrochante? C'est parce que je vois les quatre morceaux de cette sphère des mécanismes au foyer. Si j'avais une faille purement normale, je n'en verrais que 3. Donc il y a ici une tendance décrochante, mais c'est surtout que la faille est essentiellement une faille normale, alors que je suis sur le chevauchement pénique frontal. Donc ça veut dire que ce chevauchement, il a tendance ici non pas à jouer en compression, comme ça a été pendant des millions d'années, mais il a tendance au contraire ici à rejouer en extension. Donc quand on regarde les vecteurs déplacement, les vecteurs GPS, qui sont représentés par ces séries de petites flèches, on pourra voir si les Alpes sont en convergence ou pas. Donc pour avoir les limites de plaques, il faut regarder les séismes. Donc l'essentiel des séismes passe par la chaîne de montagnes au centre de l'Italie, qu'on appelle la chaîne des Apennins, donc à peu près par ici. Et puis on a en gros la microplaque apulienne qui a cette forme. Et si vous regardez en moyenne, les vecteurs GPS se déplacent plutôt vers le nord et pas du tout en direction de la France. Donc en direction de la France, on est plutôt sur un mouvement qui en fait est un mouvement de coulissage que un réel mouvement de convergence. Donc en fait, c'est pas tout à fait un coulissage, c'est un petit angle, c'est un petit peu arrondi. Donc on parle de mouvement de rotation pour la partie qui nous intéresse, la frontière entre l'Italie et la France. Alors qu'est-ce qui se passe au contact entre la plaque africaine et cette plaque apulienne? La plaque apulienne, c'est celle-ci. Vous voyez qu'ici, noté en pointillé,
il y a ce qui autrefois n'était pas une limite de plaque, mais qui est devenu une limite de plaque. Donc autrefois, la plaque africaine et la plaque apulienne étaient tout à fait solidaires. Ce schéma est un peu vieux, donc on voit d'ailleurs que les vecteurs déplacement, historiquement à l'époque, allaient dans le même sens. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas le cas, puisque ce qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt un mouvement dans ce sens de la plaque apulienne. Ce qui fait que comme ces deux plaques ont un mouvement qui est légèrement différent, entre les deux, la différence d'angle est accommodée par le fait qu'il y ait ici un phénomène de coulissage, de décrochement entre les deux. Ça permet de tenir compte de la différence d'angle et c'est ce qu'on appelle l'accommodation. Ce sont les déformations qui ont lieu quand vous avez deux plaques qui ne se déplacent pas selon le même vecteur. L'exemple des Alpes, mais on va généraliser ça à la vie de toute chaîne de montagnes de collision pour retracer l'histoire d'une chaîne de montagnes de collision. Mais vous allez voir que pour retracer la fin, nous aurons besoin des massifs anciens, ce que nous allons voir en TP. Donc la première étape, on l'a déjà décrite dans les Alpes, c'est l'étape de rifting continental, c'est-à-dire de déchirure de la lithosphère continentale en faisant apparaître les fameux blocs basculés. Une fois qu'on a obtenu une déchirure continentale, on obtient une accrétion océanique, c'est-à-dire formation de le plancher océanique. Ici, tel qu'il est représenté, il ne correspond pas aux Alpes puisque on a dessiné une croûte de 8 km d'épaisseur. Donc il faudrait juste faire quelques petits points noirs pour que ça corresponde aux Alpes puisqu'on n'a que des poches de 200-400 mètres de croûte océanique. Donc, ici, on a bien création de plancher océanique, on a bien accrétion, mais cette accrétion se fait par apport de péridotite qui remonte et qui va constituer l'essentiel du plancher océanique. Donc ça, c'est l'étape de divergence. Maintenant, on a deux plaques, puisque la croûte continentale s'est fracturée. À partir du moment où la croûte continentale se fracture, on a deux plaques. La limite entre les deux plaques, c'est bien sûr la dorsale, qui désormais délimite ces deux plaques. Et puis pour une raison que nous n'avons pas encore expliquée aujourd'hui, on obtient ensuite un changement de transformation dans les mouvements des plaques. On obtient un passage de la divergence vers la convergence. Donc désormais les deux plaques se rapprochent. Alors il y a d'abord une petite obduction. Pardon, je ne l'ai pas fait assez loin. Une petite obduction qui va permettre au massif du Chenalier de ne pas rentrer en subduction. Et puis ensuite, il y a subduction océanique. Donc là, on est typiquement dans un gradient basse température, haute pression, au fur et à mesure que ça s'enfonce dans le manteau. Et puis ensuite, on aboutit à une subduction continentale parce qu'il y a traction de la plaque plongeante, donc la plaque continentale suit, et il peut y avoir remontée de certains massifs ophiolitiques par le canal serpentineux. Donc on est toujours dans le même gradient, ce gradient basse température, haute pression. Quand la collision se poursuit, il y a écaillage, ce qu'on voit ici, la croûte continentale se fracture, fait des écailles, donc qui sont des tranches en quelque sorte de croûte continentale limitées par des chevauchements. Et cette croûte continentale, donc pour nous la croûte continentale européenne, passe sous la croûte continentale apulienne. Les croûtes continentales s'empilent, ce qui fait apparaître la fameuse racine crustale, puisque si on faisait un profil écorce, avec le moho, maintenant le moho est bien plus profond avec cette forme dissymétrique qui est en fait la forme qui est due à la subduction continentale. On imagine, à cause des modèles analogiques, qu'à la fin de la collision, généralement la lithosphère océanique a tendance à se détacher parce qu'elle subit toujours la traction parce qu'elle est de forte densité. On pense qu'elle se détache et il y a beaucoup d'arguments d'anomalies de vitesse qui tendent à faire penser qu'il est possible aussi qu'un morceau du manteau lithosphérique se détache également à la fin de la collision. Alors à ce moment-là, quand on est à la fin de la collision, l'étape 6, on va quitter ce gradient de basse température et on va progressivement aller vers un gradient géothermique normal. Alors pourquoi? C'est parce qu'on dispose non plus d'une couche
de 30 km, mais désormais on en a deux. Or, dans ces croûtes, il y a les isotopes radioactifs. Et donc, désormais, on n'a pas 30 km d'isotopes radioactifs pour produire de la chaleur, on en a beaucoup plus. Donc, selon les montagnes, de 50 à 80 km de croûte produisant de la chaleur. Donc, au moins 2 fois plus de chaleur qui est produite. Et puis, deuxième chose, c'est que la croûte qui est marquée ici en vert, qui est profonde et qui produit la chaleur, a une chaleur qui va beaucoup moins pouvoir se dissiper vers l'extérieur parce que justement il y a 30 km de croûte, la croûte jaune, qui est dessus. Or, les roches continentales sont de très très mauvais conducteurs thermiques, donc la croûte profonde dissipe très mal sa chaleur et la croûte inférieure, notée en vert ici, a tendance à beaucoup se réchauffer. Donc à cause de cette production d'isotopes radioactifs et du fait que la croûte est épaissie et donc conduit beaucoup plus mal à la chaleur, on revient vers un gradient géothermique normal qui est ici. Moyenne pression, moyenne température. Donc on est sur un réchauffement progressif, mais ce réchauffement se fait au contact du manteau qui a été en partie hydraté. Donc comme on retourne vers un gradient géothermique normal, mais au contact de l'eau, l'eau du manteau va pouvoir passer dans la croûte. Donc désormais le solidus qui nous intéresse est le solidus hydraté du granit. Et dans ce gradient géothermique normal, il est assez fréquent que l'on passe le gradient du solidus hydraté des granites, et c'est pour ça que l'on va trouver de l'anatexie à la base de la croûte. Donc on verra ça en TP sur les massifs anciens. Nous avons beaucoup d'arguments pour dire qu'il y a une anatexie massive à la base des croûtes. Et puis quand cette convergence s'arrête, donc vous remarquez ici l'absence de figuré indiquant le rapprochement des plaques, et bien à ce moment-là, donc en plus des phénomènes profonds d'anatexie, on va avoir ensuite un étalement gravitaire puisque on a un relief et il n'y a rien pour maintenir le relief, il n'y a plus les contraintes pour maintenir le relief. Donc selon la gravité, le relief va se réétaler. Donc il y a de la gravité, il y a de l'érosion, tout ça se réétale et bien sûr au fur et à mesure qu'il y a de l'érosion et que la croûte s'amincit, il va y avoir une remontée selon les règles de l'isostasie jusqu'à ce qu'on retrouve un équilibre et cet équilibre c'est une croûte de 30 km d'épaisseur. Ce processus, comme on l'a vu dans le cours sur le cycle du carbone, est un processus qui fixe le CO2, puisque l'altération de roche, quelle qu'elle soit, même si elle ne contienne pas le moindre atome de carbone, est un élément qui fixe le carbone, parce que c'est l'eau de pluie qui réagit avec le CO2 atmosphérique, qui se transforme en ion HCO3- et en H+, et ce sont les H+, qui viennent remplacer les ions dans les minéraux. Donc il faut des ions H+, pour altérer. Mais la conséquence de ça, c'est que les ions H+ finissent dans la formule des argiles, qui sont produites par cette altération, et donc il reste des ions HCO3- dans les rivières, qui rejoignent la mer, et qui ensuite, en présence de calcium, vont précipiter pour faire des sédiments calcaires sur les plateformes, qu'on appelle justement les plateformes carbonatées. Donc l'érosion des chaînes de montagne fixe du CO2 et induit un refroidissement. Résumons l'état actuel des Alpes. Donc aujourd'hui, les Alpes ne sont plus en convergence, mais c'est vraiment un phénomène extrêmement récent. Jusque dans les années 80, on avait encore des indices de convergence. Aujourd'hui, il est vraiment très rare d'observer des mécanismes en foyer qui signent une convergence. Il reste quand même des séismes. Beaucoup de séismes sont des séismes en distension, donc montrant des failles normales. Beaucoup d'autres sont en décrochement, en coulissage. Et c'est tout à fait logique qu'on ait une composante des deux, parce que là où nous sommes, donc on est vraiment dans le sud, la plaque adriatique fait une rotation, donc en fait avec une très forte composante décrochante contre la partie française de la plaque européenne. Donc c'est pour ça que l'essentiel des mécanismes au foyer sont des mécanismes en distension ou des mécanismes en décrochement. Donc dans la vie de cette chaîne de montagne, on est en fait à la frontière entre l'étape de formation orogenèse
Donc c'est ce qui forme l'orogène, la chaîne de montagne jusqu'à maintenant. Et puis on va passer à la deuxième étape qui est l'étape d'étalement gravitaire qui fait disparaître cette chaîne de montagne.